accessoire indispensable, sinon nécessaire. Alors, lorsqu'on parle de sécurisation de l'usage de l'outil de travail, il s'agit de s'assurer que les outils en cause ne sont pas détournés de leur finalité propre, leur finalité première, donc à l'usage professionnel. Donc, la manière d'y parvenir suppose 3 étapes. Première étape, on va définir et mettre en œuvre des directives concernant l'usage de l'outil de travail. On va ensuite faire en sorte de pouvoir contrôler l'exécution de la directive donnée. Et puis enfin, en cas de méconnaissance, de manquement à la directive, toute la directive n'a son poids que si on est en mesure de sanctionner la méconnaissance. Et tout ceci se fait dans un périmètre juridique relativement flou, on va le voir, qui laisse une grande place à l'interprétation, de telle sorte qu'on raisonne généralement au cas par cas. Donc le cadre juridique, il tient en un article, alors principalement en un article du Code du travail, l'article 1121-1 du Code, sur lequel, je cite, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. » Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, sur la base d'un article qui pourrait servir de sujet au bac de philo, et surtout qui est redondant par rapport à ce que nous disait John Stuart Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Autant vous dire qu'on a quand même beaucoup de travail pour parvenir à dresser une norme de référence et un cadre juridique à peu près constant. En gros, il faut retenir, en guise d'introduction, que le fait d'éditer une norme, de contrôler l'exécution et de surveiller, en gros, c'est ça dont il s'agit. La surveillance de bon usage de l'outil de travail constitue pour l'employeur une de ses prérogatives de base, prérogatives liées à ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir de direction. Et cette surveillance et ce contrôle ne sont pas sans limite, bien au contraire, puisqu'ils sont nécessairement encadrés. En tout cas, c'est en ce sens que la jurisprudence interprète l'article du Code du travail que l'on vient d'évoquer. Tout ceci est encadré par le respect des droits fondamentaux des salariés, et en particulier le droit au respect de la vie privée dont ils bénéficient en dehors du temps de travail, bien sûr, mais surtout, en tout cas pour ce qui nous concerne, pendant le temps et au lieu de travail. On va donc aborder, en première partie, l'arbitrage nécessaire entre le respect des droits et libertés des salariés et le droit à la preuve légitime que l'employeur doit se ménager pour constater la violation éventuelle de la directive donnée pour l'usage de l'outil de travail, la méconnaissance de la directive. Alors, le principe est le suivant. Enfin, les principes. Donc, je rappelle, on définit une norme, définit des modalités de contrôle de la bonne exécution de la norme, puis une modalité de sanction. Donc, ce n'est pas le tout de définir une norme, encore faut-il s'assurer qu'elle soit donc respectée. Et pour s'assurer qu'elle soit respectée ou pas respectée, il s'agit de déterminer de quelle manière on apportera la preuve de la méconnaissance de la norme pour pouvoir ensuite la sanctionner valablement. Et la Cour de cassation a évolué là-dessus ces dernières années, puisque à une certaine époque, on va le voir, un mode de preuve illicite ou déloyal était nécessairement irrecevable. Alors, à la base, il faut quand même partir du principe que pour pouvoir exploiter la preuve d'un manquement, il faut quand même rester sur une norme qui est licite et loyale. Donc pour cela, la norme en question doit être arrêtée par un acte juridique, donc le contrat de travail et surtout le règlement intérieur pour ce qui est des directives à caractère général et permanent, ou une charte informatique ou une charte d'utilisation de véhicules. Donc, que ce soit le règlement intérieur et tout ce qui peut revêtir une qualification de définition de normes à caractère général et permanent, tout ceci doit être adopté selon des modalités particulières, information, consultation des représentants du personnel, du CSE, préalable à la mise en œuvre de la norme,
la mise en œuvre du règlement intérieur ou de la charte ou de la note de service. Puis ensuite, saisine de l'inspection du travail en vue d'envoyer l'acte pour validation de façon très synthétique, et puis après sa mise en œuvre. Ensuite, il faut également parfois, à une époque, il fallait déclarer à la CNIL le traitement de données nominatives, le traitement automatique de données nominatives. Bon, désormais, ce n'est plus une déclaration, mais il faut se prêter, en tout cas se préparer à des contrôles de cet organisme sur ce traitement, cette collecte de données. Donc tout ceci participe, ça peut paraître long, mais ça participe à la licéité de la norme et des modalités de contrôle qu'on va mettre en œuvre pour obtenir la preuve d'un éventuel manquement. Si on ne fait pas tout ça, bien, la preuve est considérée comme illicite ou déloyale. Donc tout ceci, c'est une adoption de nature collective et donc une information de l'existence de la norme, des modalités de surveillance et de la sanction, c'est une information collective. L'information doit être aussi individuelle, c'est-à-dire que les salariés doivent être informés de l'existence de la directive, des moyens de contrôle et d'éventuelles sanctions qui peuvent encourir en cas de non-respect de la norme. Donc l'information individuelle, elle se fait généralement par voie d'affichage de la note de service, du règlement intérieur, de la charte informatique ou de la charte de conduite des véhicules. Elle se fait aussi via la signature, la lecture, la conclusion du contrat de travail qui, sur lequel peuvent apparaître aussi les normes auxquelles le salarié doit se respecter, doit se conformer. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on peut mettre en œuvre notre régime dit de sécurisation de l'outil de travail. Mais il arrive bien souvent que la preuve soit difficile à obtenir, en tout état de cause, qu'on n'a pas fait nécessairement, on n'a pas accompli les formalités pour parvenir à se ménager un mode de preuve licite et loyale. C'est pour la raison pour laquelle la Cour de cassation a évolué pour considérer que la preuve qui est illicite ou déloyale n'est pas facilement irrecevable. Et là-dessus, donc c'est l'exception à au mode de preuve licite le mode de preuve peut être illicite et déloyal, mais pas nécessairement recevable. Et là, la Cour de cassation opère ce qu'on appelle une balance entre le droit à la preuve légitime de l'employeur ou même du salarié, on va le voir, une balance entre les règles du procès équitable en général, permettre à la partie qui a besoin de prouver quelque chose, eh bien, de pouvoir établir ce qu'il cherche à démontrer par un moyen qui, à la base, peut être illicite ou déloyal. Donc, à partir de là, donc illicite ou déloyal, ce serait quoi? Un mode de preuve, donc un enregistrement clandestin, un enregistrement vidéo, un enregistrement audio qui serait opposé au salarié ou à l'employeur pour prouver que l'employeur ou le salarié a fait telle ou telle chose. Et là, il s'agit pour la Cour de cassation, donc pour l'employeur, ou le conseil de l'employeur, pour l'employeur est amené à être bien conseillé pour réaliser ce genre d'opération, de faire en sorte que le subtil dosage entre les droits et libertés du salarié et le droit à la preuve sont respectés. Pour cela, la Cour de cassation opère un raisonnement en 3 étapes. Première étape, lorsqu'il s'agit d'examiner le mode de preuve illicite, mais la Cour de cassation exige que l'employeur apporte ou démontre sa légitimité à contrôler et vérifier s'il existait des raisons concrètes pour lui de rechercher tel ou tel manquement à une directive qu'il a donnée. Est-ce qu'il était légitime à contrôler son salarié? Est-ce qu'il était légitime à contrôler la bonne application de la directive qu'il a donnée? Première étape. Deuxième étape, il convient de rechercher si l'employeur n'aurait pas pu atteindre le résultat escompté, donc savoir prendre son salarié la main dans le pot de confiture, savoir s'il n'existait pas un moyen qui n'était pas attentatoire, qui n'aurait pas été plus respectueux des droits et moins attentatoire aux droits et libertés. Et puis enfin, lorsqu'on a ces 2 premières conditions, la troisième, le juge doit s'assurer que l'atteinte portée aux droits du salarié soit strictement proportionnée au but recherché, c'est-à-dire qu'on a méconnu son droit privé, on a
été un peu déloyal, on était un peu ici, mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on est allé juste dans ce qu'il fallait dépasser? On a dépassé la frontière, certes, mais juste suffisamment pour parvenir à récupérer la preuve qu'il nous fallait. Voilà, c'est ce raisonnement en 3 étapes que suit la Cour de cassation. Donc, quelques illustrations, parce que ça sera quand même beaucoup plus vivant et beaucoup plus concret d'évoquer des cas concrets, d'évoquer des cas déjà jugés par la Cour de cassation sur ce principe-là. Alors, donc, la Cour de cassation considérait que un employeur était recevable et donc pouvait produire au débat des captures d'écran Facebook dans l'hypothèse où il soupçonnait un salarié d'avoir photographié les photographier les modèles de la nouvelle collection de prêt-à-porter qui s'apprêtait à lancer, des modèles qui étaient donc tout à fait confidentiels puisqu'ils n'étaient pas encore sortis. Donc l'employeur était inquiet sur cet aspect-là, il avait des soupçons légitimes à l'égard de ses salariés. Et les soupçons se sont avérés fondés quand un petit collègue du salarié n'a rien trouvé de mieux, c'est simple, la délation, ça arrive souvent, mais bon, là, pour le coup, un des salariés, un des collègues, ça a avisé l'employeur que eh bien, des photos de la nouvelle collection avaient été publiées sur le compte Facebook d'un des salariés, et donc portées à la connaissance de tiers à l'entreprise, et donc l'obligation de confidentialité avait été violée. Donc là-dessus, le petit copain a permis à l'employeur de disposer de ces captures d'écran Facebook sur le compte du salarié contrevenant. Et le salarié contrevenant a été licencié sur la base de ces faits et les faits ont été prouvés par ces captures d'écran. Donc là, on est sur une violation, en tout cas, l'avocat du salarié avait considéré que prenant des photos d'écran, en tout cas en produisant des photos d'écran du compte Facebook privé de son client, eh bien, il y avait eu une violation des droits fondamentaux de ce salarié, puisque c'était sa vie privée qui était atteinte. Et là, la Cour de cassation de répondre, les photos en question et les publications en question intervenaient certes avaient été publiées sur un compte privé, certes, mais ce compte privé comprenait des amis, des followers qui étaient salariés et qui étaient même dirigeants d'entreprises concurrentes. Donc, on avait une légitimité à se servir de ces clichés et surtout pas d'autre possibilité d'établir que la confidentialité avait été violée par justement l'objet du délit, à savoir la publication des photos sur un compte. Donc, en opérant le raisonnement en 3 étapes que j'ai détaillé il y a quelques instants, la Cour de cassation a validé le recours à ce mode de preuve. On a, je ne vais pas citer tous les arrêts, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais voilà. Le principe reste quand même que le mode de preuve doit être licite et loyal, et dans des cas très spécifiques liés à une appréciation au cas par cas, eh bien, il reste possible d'établir la réalité du manquement concerné. Alors après, bien sûr, ces bonnes paroles, on va enchaîner sur l'application de tout ce qu'on vient de dire de façon un peu plus concrète par l'outil de travail concerné. Alors, les outils de travail, il y en a beaucoup, donc on va en conserver quelques-uns dans le développement. On va parler du matériel informatique et des connexions Internet. Alors, j'ai intitulé sur le slide le développement par donc, une tolérance possible, mais un abus de droit sanctionnable. En gros, on va parler donc d'un ordinateur mis à la disposition du salarié par l'employeur pour la possession de son travail, et par cet ordinateur, par ce poste informatique, qu'il soit portable, fixe, peu importe, il est possible de consulter des sites Internet. Là-dessus, la norme, donc on va raisonner sur la définition de la norme, le contrôle donne éventuellement comment le droit à la preuve, puis la sanction.
Déjà, la mise à disposition de l'outil informatique et des connexions Internet. Tout ceci est généralement réglementé par une charte informatique ou le règlement intérieur. Et là-dessus, dans le règlement ou dans la charte, l'employeur peut faire le choix soit d'interdire purement et simplement l'usage à titre privé de l'outil de travail. Moi, c'est ce que je recommande. Dans tous les cas d'usage, en tout cas de réglementation de l'usage des outils de travail, je recommande une tolérance zéro. Vous n'avez pas à se poser de questions sur on verra l'abus ou pas dans la tolérance. Au moins, c'est interdit. Interdiction formelle de consulter des sites internet, ou en tout cas d'utiliser l'outil de travail à des fins autres que celles qui sont prévues par la charte, par le règlement intérieur ou par les directives de l'employeur, un usage strictement professionnel. À partir de là, toute utilisation contraire à la norme peut être théoriquement sanctionnée à la condition de disposer de la preuve que le salarié a bien méconnu la directive. Donc, tolérance zéro, on utilise l'outil à d'autres fins que celles prévues, le manquement est constaté et la sanction peut intervenir. À condition d'avoir la preuve du manquement, on va y venir. D'où l'importance aussi d'avoir un règlement intérieur ou une charte informatique pour bien poser des limites et avoir un texte sur lequel s'appuyer si l'on souhaite sanctionner. Ah, tout à fait. En cas de, on voit bien au moment du contentieux, lorsque se pose la question de savoir si le salarié a bien commis une faute, la première chose que l'on va devoir démontrer, nous, avocats d'employeurs, c'est l'existence de la norme à laquelle le salarié a contrevenu. Donc la norme, contrat de travail ou règlement intérieur, il faut savoir que le règlement intérieur n'est obligatoire depuis quelques années qu'au sein d'entreprises qui comptent au moins 50 salariés. Par contre, il est tout à fait possible, si on compte moins de 50 salariés, d'établir un règlement intérieur volontairement. Et moi, je recommande fortement de le faire, dans la mesure où le règlement intérieur va vous permettre de définir les règles générales et permanentes relatives à la discipline, l'hygiène et la sécurité. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, il est tout à fait possible de mettre en œuvre, de posséder cet outil, au-delà de ce que contient le contrat de travail. Le contrat de travail définit aussi et réglemente l'usage des outils de travail mis à disposition des salariés, mais dans un cadre individuel. On va le dire, le salarié qui bénéficie d'un téléphone portable ou qui bénéficie d'un ordinateur portable aussi, qu'il utilise en mobilité, lui, dans son contrat, on pourra définir que l'usage est uniquement privé. Pardon, professionnel. Ça n'aurait pas tellement d'intérêt que ce soit uniquement privé. Mais on peut réglementer de cette manière-là, mais ça ne va ne concerner que les relations entre l'employeur concerné et le salarié concerné. Alors qu'en règlement intérieur, ça concerne toute l'entreprise. Donc, j'encourage vivement à mettre en œuvre ce type d'outil. Donc après, on réglemente usage strictement professionnel ou tolérance. Donc, dans un cas, c'est l'usage, la moindre incartade peut être sanctionnée à condition d'apporter la preuve. Deuxième hypothèse, on va sanctionner l'abus de droit, sanctionner le fait d'être allé au-delà de la tolérance. Alors moi, la tolérance, c'est quelque chose que je déconseille vivement pour éviter d'avoir à se poser des questions de dosage entre ce que oui, j'ai un peu fait, mais pas trop, mais quand même, et mon collègue à côté, il a fait plus, mais moins. On part dans la subjectivité et c'est très difficile après de ressortir sur quelque chose d'à peu près cohérent. Et surtout, je vous le dis au passage, un usage, une tolérance privée de nos outils de travail, ça peut donner des idées à l'URSSAF de venir vous redresser en recherchant davantage en nature. Voilà, mon salarié, je mets à disposition un téléphone portable, très bien. Je me rends compte que soit j'ai expressément prévu une tolérance pour un usage privé raisonnable, mais l'usage privé quand même, ou carrément je n'ai absolument rien réglementé, et le salarié s'en donne à cœur joie d'utiliser le portable à titre pro et privé. Et là, l'URSSAF va vous dire, le salarié nécessairement réalise une économie en disposant de cet outil de travail et en détournant cet outil de travail de sa finalité, donc il se sert de ce téléphone pour ses besoins privés.
Et à partir de là, l'usage et la tolérance et l'économie qui est réalisée, moi je convertis tout ça en avantage en nature et je vous redresse. Et c'est la même chose par exemple pour le véhicule aussi, où un usage en partie privé et en partie professionnel peuvent intervenir. Néanmoins, la part d'utilisation privée doit donner lieu à précompte d'un avantage en nature sur le bulletin de salaire. Et d'ailleurs, si vous le faites là, vous pouvez même être poursuivi pour travail dissimulé. Une nouveauté de l'accord de cassation qui date à peu près d'un an. Les poursuites pour travail dissimulé, au passage, ça coûte en cas de rupture du contrat de travail, au-delà des poursuites pénales, ça coûte la bagatelle d'une indemnité égale à 6 mois de salaire. Et quelle que soit l'ancienneté du salarié. Donc c'est pour ça que la tolérance, c'est bien gentil, mais ça a quand même ses limites et surtout ça a quand même un coût manifeste. Donc après, la tolérance, l'abus de droit, la violation de la directive, s'agissant particulièrement des connexions Internet, au-delà de si jamais votre salarié il s'amuse à regarder le replay sur l'équipe TV, sur Beansport, je ne sais pas quoi, du match de la veille sur le lieu de travail, effectivement, avec son ordinateur professionnel et sur la base d'une connexion Internet de l'entreprise et pendant son temps de travail, c'est nécessairement une faute qui pourra être sanctionnée. Tolérance ou pas tolérance. On va de toute façon aller au-delà d'une tolérance qui pourrait être consentie. Mais bien plus, si on voit que l'outil de travail est utilisé à des fins contraires aux bonnes mœurs, par exemple, consultation, là, la jurisprudence est abondante, consultation de sites à caractère pornographique, pédopornographique, j'en passe, là, forcément, on passe sur un usage illégal, au-delà d'être illicite, qui, à condition d'apporter la preuve de cet usage, et surtout de l'imputabilité, et surtout bien identifier l'auteur de la connexion litigieuse, parce qu'encore une fois, pas parce qu'un salarié a un poste qui est attribué, depuis ce poste et depuis l'adresse IP que l'on peut retracer à travers la connexion litigieuse, il se peut très bien que ce soit le collègue du bureau d'à côté qui profitait entre midi et 2 de l'absence de son collègue pour aller consulter, des sites qu'il ne devrait pas consulter. Et finalement, c'est le collègue de travail qui pourrait être au départ embêté, sauf à lui de prouver qu'il n'était pas l'auteur de la connexion. Donc, encore une fois, le droit à la preuve se retrouve sur le droit et sur les difficultés probatoires se retrouvent à ce niveau-là aussi. Il faut savoir qu'il existe quand même, là encore, pour la Cour de cassation, certaines tolérances. La Cour de cassation qui nous dit que la seule conservation pour le salarié sur son ordinateur de 3 fichiers de photos pornographiques sans caractère délictueux ne justifie pas un licenciement. Alors, je ne sais pas, j'en ai peut-être rassuré certains ou certaines, mais en moins, je comprendrai que c'est totalement qu'on ne peut pas la tolérance ne peut pas être effective sur ce genre de choses. Donc là, il s'agissait des matériels informatiques, outils informatiques. La messagerie électronique. La messagerie électronique, là on va parler de courriels qui sont adressés et reçus par les salariés depuis leur poste informatique à des fins, encore une fois, strictement professionnelles. Donc le principe, c'est que l'outil de travail, y compris donc la messagerie électronique, peut être consulté librement par l'employeur dès l'instant. Donc les mails envoyés et reçus par le salarié via cette messagerie professionnelle. Donc un employeur peut y avoir accès sans limite particulière, c'est un outil de travail. Il suffit que le salarié intitule l'objet du mail personnel et confidentiel pour que là, ça bloque tout droit d'accès de l'employeur, ça limite, ça ne bloque pas, ça limite le droit d'accès de l'employeur à ces messages dans la mesure où on passe de l'outil de travail et du caractère professionnel à de la correspondance privée. La correspondance privée, elle est défendue de quoi? Le droit au respect de la correspondance privée, donc plus généralement de la vie privée, mais de la correspondance privée, le cas échéant, est sanctionné sur le plan pénal. Donc là, non seulement l'employeur qui va vouloir chercher des preuves, une fois que son salarié utilise l'outil de travail, utilise la messagerie
pro pour échanger des messages perso avec ses collègues, s'échanger des photos, les olé ou quoi que ce soit, ou plus grave, se servir de la messagerie pro pour violer, méconnaître son obligation de confidentialité en diffusant des informations strictement confidentielles à des tiers en entreprise. Sous ceci, l'employeur ne peut établir de preuves de ces manquements, même s'il les soupçonne, en allant directement se connecter à la messagerie professionnelle du salarié. Il ne peut pas avoir accès, il ne peut pas aller directement consulter ces messages estampillés, privés, confidentiels. Il ne peut pas tout seul, mais aidé en cela par une requête auprès du juge qui va lui permettre de désigner un huissier de justice pour aller en présence du salarié ou avec le salarié dûment convié à ouvrir les courriers litigieux. Donc, l'employeur accompagné d'un huissier qui a été désigné à sa demande par le tribunal, le président du tribunal judiciaire en référé, et en présence du salarié, bien, tout ce beau monde va pouvoir ouvrir, prendre connaissance du contenu du courrier litigieux et se constituer un mode de preuve recevable. Alors après, bien sûr, une fois qu'on a ouvert le courrier litigieux, une fois qu'on a dressé le constat d'huissier, encore que le contenu soit blâmable. Si on se rend compte que c'est une utilisation certes privée, mais qui ne relève en soi pas de faute particulière, ce n'est pas le contenu du mail qui pourra être sanctionné, mais l'usage, le détournement de l'outil de travail à des fins personnelles. Et la gravité de la sanction, on va y venir, sera nécessairement moindre que dans l'hypothèse où on se rend compte qu'en ouvrant le message estampillé personnel, c'est en réalité un cheval de Troie qui a permis aux salariés de méconnaître, de diffuser ce qu'il n'aurait pas dû diffuser, de porter préjudice à son employeur et de l'avoir fait à dessein en se disant « je vais intituler mon message privé et confidentiel et personnel, comme ça l'employeur ne pourra pas en prendre connaissance et moi je vais pouvoir faire mes affaires bien tranquillement. » Bon, la gravité du manquement sera plus importante. Une intention de nuire. Avec, alors, pas forcément une intention de nuire, quoique, mais c'est surtout, imaginons, un concurrent qui paye un salarié en disant, ben voilà, Coco, je te file 50 000, et puis tu me balances le catalogue de la nouvelle collection directement, puis le salarié, pas très malin, va utiliser sa messagerie pro pour faire ça. Alors, en utilisant sa messagerie perso, il aurait été plus discret. Néanmoins, on peut encore, dans ce cas-là, se rendre compte que si des flux de données interviennent, il peut y avoir des traçabilités, notamment, il y a le cas qui a été retenu par la Cour de cassation aussi, l'hypothèse d'un salarié qui prend une clé USB perso. Donc, il a rempli de données de l'entreprise à caractère confidentiel, et il se trouve que cette clé USB perso, il la retire de l'ordinateur, il la laisse dans son bureau. Dans ce cas-là, il existe des outils de traçage qui permettent à l'employeur de suivre les flux de données depuis un serveur sur un périphérique externe. Et là, dans ce cas-là, l'employeur a eu cette alerte de flux de transfert massif de données sur un périphérique externe. Il a pu se faire autoriser, encore une fois. Donc, le rôle du juge est primordial, parce que finalement, le juge, en l'espèce, il est gardien des libertés du salarié. C'est-à-dire, le juge ne va pas donner automatiquement l'autorisation à l'employeur de mandater les services de huissier pour aller ouvrir des messages personnels du salarié ou prendre connaissance du contenu d'objets personnels du salarié. Ce ne sera pas automatique, il faudra quand même, surtout que l'employeur présente au juge des éléments précis et concordants et sans supposer l'existence de soupçons légitimes vis-à-vis du salarié. Mais s'il y parvient, l'employeur va s'adjoindre des services de l'huissier et là, la clé USB en litige avait été saisie, puis ouverte, et le flux de données, en tout cas le contenu de cette clé, le salarié n'avait aucune justification pour détenir sur un périphérique personnel autant de données confidentielles de l'entreprise. Et là, le droit à la preuve, l'équilibre du droit au procès équitable avait été respecté puisque l'employeur
n'est pas allé au-delà, pourtant c'est bien un objet privé à la base, mais il n'est pas allé au-delà de ce qu'il avait besoin pour établir la preuve et la légitimité de sa démarche. Alors ensuite, pour ce qui est du téléphone, là encore, j'évoquais l'équilibre précaire entre tolérance et abus de droit. Alors on sait, parce que c'est matériellement très difficile, comment je vais établir pour mon salarié à qui j'ai mis à disposition un téléphone portable à des fins strictement professionnelles, parce que je l'ai intégré dans le contrat de travail. Le salarié a signé le contrat de travail quand c'est lui pleinement opposable. Ça peut être aussi dans une charte, ou en tout cas, le principe de l'utilisation strictement professionnelle est arrêté et porté à la connaissance du salarié. Néanmoins, si le salarié passe des appels perso, moi je ne suis pas derrière mon salarié toute la journée, surtout s'il y a beaucoup de salariés et une chose importante de téléphone portable dans l'entreprise, eh bien, il se trouve qu'il est possible, là pour le coup, sans avoir besoin de l'huissier, sans avoir besoin du juge, de demander à l'opérateur de fournir la liste tout simplement des appels passés. Et puis là, si on a encore des soupçons vis-à-vis de l'intéressé, eh bien on pointe le numéro entrant, les appels entrants sortants, le numéro correspondant, et puis tout ce qui ne concerne pas l'entreprise laisse soupçonner des appels perso et une utilisation perso. Et à partir de là, une possibilité de sanction. Alors après, abus de droit, tolérance, c'est vrai que la Cour de cassation est assez tolérante à ce niveau-là, parce qu'on va vous dire, bon, très bien, alors quelques appels, ça peut être toléré, c'est pas nécessairement fautif. Bon, vraiment, il n'empêche que si on a quand même interdit strictement l'usage privé, il y a une méconnaissance qui peut donner lieu à sanction. Après, chez les sanctions, on va y venir, ça n'est pas forcément un licenciement, ça peut être une mise en garde, ça peut être des petits avertissements, parce qu'il n'y a pas de petits avertissements. Peu importe. Il faut savoir aussi, donc, on parle de nouvelles illustrations de l'équilibre précaire entre tolérance et abus de droit, mais aussi de l'équilibre tout aussi précaire entre le respect des droits et libertés du salarié et le droit à la preuve pour ce qui concerne les moyens de contrôle permettant le suivi des communications, relevé d'appels et suivi des trajets. Pour le téléphone et le véhicule, il faut savoir que dans le prisme du mode de preuve illicite, il y a un mode de preuve qui peut être considéré comme illicite car il est détourné de sa finalité. J'entends par là, pour le téléphone, il est tout à fait possible de géolocaliser le téléphone et donc le salarié qui l'utilise. Pour autant, l'employeur, s'il n'a pas expressément averti le salarié ainsi que le CSE n'ait pas pris ses précautions vis-à-vis de la CNIL, il ne pourra pas utiliser des données de géolocalisation du téléphone, une mode de preuve sera considérée comme illicite, si jamais il s'en sert pour autre chose que s'assurer que le téléphone est bien toujours en la possession du salarié, qu'il n'a pas été volé. Et c'est la même chose pour le véhicule. Le véhicule, on parle de véhicule de service. Un véhicule de service, à la base, il est fait pour un salarié itinérant, commercial, on lui met à disposition un véhicule. Bon, ce véhicule est utilisé pour prospecter, pour visiter la clientèle, pour se rendre sur les lieux nécessités par la réalisation du travail. Et ce véhicule, si je considère qu'il n'est destiné qu'à une utilisation strictement professionnelle, eh bien, je vais demander au salarié à la fin de sa journée de travail de le garer chez lui, parce qu'on parle d'un salarié itinérant qui ne vient jamais, très rarement, au siège de l'entreprise ou sur son lieu de rattachement administratif. On parle d'un salarié qui est tout le temps sur la route. Bon. Bien, ce véhicule, moi, je veux m'assurer que le week-end, on ne l'utilise pas, parce que j'ai interdit toute utilisation à titre privé. Donc, le véhicule, il doit rester stationné dans le garage du salarié ou à proximité de son domicile, il ne doit pas bouger. Donc, à partir de là, la géolocalisation peut permettre de s'assurer que pendant toute sa journée de travail, le salarié travaille. Ce n'est pas que ça. Mais on ne peut pas, ou en tout cas difficilement, et la Cour de cassation alors encore intervient, dire mais moi j'utilise la géolocalisation, mon employeur utilise la géolocalisation pour m'assurer que le salarié ne réalise pas des heures supplémentaires, pour contrôler sa durée du travail. Là, la Cour de cassation va dire non, la géolocalisation pour vous en servir
et pour considérer qu'elle remplit son office, simplement s'assurer que le salarié travaille, il visite les clients, il faut d'abord qu'il en soit informé, que le CSE en soit informé, voilà, un mode de preuve. Et par ailleurs, vous ne pouvez pas vous en servir pour une destination qui n'était pas prévue au départ dans l'information que vous avez faite, à savoir contrôler le temps de travail du salarié. Et combattre d'éventuelles réclamations de rappel de salaire pour heures supplémentaires que le salarié aurait formulé, en disant voilà, moi je commence à 8h du matin, je finis à 22h et je ne prends pas de pause. Et tout ceci, ça conduit à dépasser le volume horaire qui est le mien, 35 heures par semaine. Donc, je réclame des heures supplémentaires. Et là, l'employeur pourra dire, hop, 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 moi, j'ai tes relevés de géolocalisation, je vois que ta voiture, tu ne la démarres pas avant 10h le matin et qu'à 17h, tu es rentré chez toi. Donc, et on pris une pause à midi de 12h à 14h. Donc, tu dis, mais les heures sup, tu ne les établis pas. Voilà, le cours de cassation va dire, hop, 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 hop. Le contrôle du temps de travail doit se faire, enfin, en tout cas, vous pouvez pas utiliser la géolocalisation si vous avez d'autres moyens que la géolocalisation pour contrôler le temps de travail de vos salariés. Donc là encore, subtil dosage entre, finalement, enfin, depuis tout à l'heure on parle que de ça, le dosage entre les intérêts légitimes de l'entreprise de contrôler le bon usage de l'outil de travail et les droits et libertés du salarié qui doivent être garantis, cas échéant par le juge, érigé, à juste titre, comme le gardien des droits et libertés du salarié. Donc, on est sur quelque chose qui est relativement subjectif, qui peut être abstrait, très difficile d'établir des généralités, d'où la nécessité, à mon avis, de faire attention à, en tout cas, de maîtriser ce qu'on peut encore maîtriser à travers le contrat de règlement intérieur, c'est-à-dire avoir le moins de tolérance possible en général, et pour ensuite limiter le champ de la discussion, c'est blanc ou noir, c'est pas gris, blanc ou noir, c'est je peux pas faire, bon, j'ai fait, bon, je devais pas, donc j'ai bien commis une faute. Je devais pas faire, mais je pouvais quand même un petit peu. Bon, ben non, alors un petit peu, ça veut dire quoi? C'est très difficile. Donc déjà que c'est pas facile à la base, je vous conseille de ne pas en rajouter là-dessus. Et donc après, on peut, parmi les autres outils, les documents et fichiers personnels, là encore, documents, objets, fichiers personnels, là on parle du contenu du bureau. C'est-à-dire le salarié, souvent, a un bureau, dans lequel bien, il stocke, donc, il y a une armoire, il y a des tiroirs, il y a tout un tas de choses. À la base, on peut considérer que tout le contenu du bureau, que ce soit des objets par nature professionnelle, tels que l'ordinateur, les classeurs, tout ce qui concerne en vocation à être strictement professionnel. Néanmoins, le contenu du bureau, se demander ce que le salarié possède, cache, stocke dans son bureau. Et là, on va être sur l'alcool, les stupéfiants, la possibilité ou pas de fouiller une armoire, la possibilité ou pas d'avoir recours à des dépistages de stupéfiants, d'alcool, en particulier pour les salariés itinérants, pour les chauffeurs, pour les livreurs. Et là, bien, le règlement intérieur, c'est le seul outil dont vous pouvez disposer pour déterminer. Alors, ça peut paraître, ce sont des choses qui me sidèrent toujours, parce que de devoir écrire dans le règlement intérieur qu'il est interdit pour un chauffeur de consommer de l'alcool ou de conduire sous l'emprise de stupéfiants, ça paraît assez évident. Néanmoins, alors c'est surtout que l'interdiction doit être formelle et les modalités de contrôle, en termes d'alcoolémie, de stupéfiants, le process de contrôle doit être défini par le règlement intérieur. Sinon, on va vous reprocher de ne pas l'avoir fait et le dépistage de stupéfiants, le dépistage d'alcoolémie sera considéré comme inopposable aux salariés. D'où la nécessité, encore une fois, quand on n'a pas l'effectif de 50 salariés à partir duquel on a l'obligation de posséder ce règlement, faites-le, faites un règlement, faites
Alors même si on l'appelle pas règlement intérieur, ça va être note de service, ça va être charte de bonne pratique, de bonne conduite, les us et coutumes, en tout état de cause, l'existence de règles précises, de règles légitimes à caractère général et permanent pour garantir la santé et la sécurité du personnel sur le lieu de travail, c'est un outil de premier plan que vous aurez porté à la connaissance de votre CSE si vous avez au moins 11 salariés et que ce CSE existe. Et si vous êtes sur une taille d'entreprise, un nombre de salariés employés inférieur à 11, rien ne vous empêche, par voie de décision unilatérale, de formaliser ce type d'outil, de le porter à la connaissance du personnel par voie d'affichage ou carrément par remise contre émargement au moment de l'embauche. On va appeler ça un livret d'accueil, comme vous voulez. Alors, le fait de formaliser la norme permet de consacrer son existence et son opposabilité aux salariés. Et alors après, on ne peut pas tout écrire. Moi, j'ai coutume de donner un exemple un peu cru, parce que je plaide un dossier sur le contenu d'un règlement ou des normes qui ont été méconnues. On va me dire, ah oui, mais alors ça, en particulier, ce n'est pas écrit, donc si ce n'était pas écrit, je pouvais le faire. Donc là, j'ai coutume de dire, très bien, j'imagine qu'il est interdit d'uriner dans la salle d'audience. On est tous d'accord. Bon, pour autant, est-ce que vous voyez quelque part une affiche qui interdit d'uriner dans la salle d'audience du Conseil de prud'homme de Toulon? Non. Bon, si vous le faites, vous serez sanctionné, et légitimement. Donc après, il y a une part de bon sens qui doit aussi être prise en considération. Néanmoins, un outil qui formalise la norme est particulièrement recommandé. Et puis on en arrive à la sanction, en tout cas la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire. Eh bien, la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire, une fois qu'on a défini la norme, une fois qu'on a été en mesure d'établir que la norme a été méconnue, qu'on peut rapporter la preuve de son manquement, par le biais d'un contrôle légitime, licite, loyal ou pas, dans certaines mesures, se pose la question de savoir comment on va sanctionner. Et là, le principe reste sur une nécessité de proportionnalité de respect de proportionnalité entre la sanction infligée et le manquement en cause. On parlait tout à l'heure d'un salarié qui va utiliser sa messagerie pro à des fins perso, on a la preuve qu'il le fait, qu'il détourne l'outil de travail, qu'il consacre une partie de son temps de travail à chatter avec ses copains plutôt que de travailler, avec l'outil de l'entreprise, sur le lieu de travail, ou même en télétravail, c'est possible aussi de l'établir de la même manière. Ça va être difficile pour un primo-délinquant, je dirais, de sanctionner pour faute lourde tout de suite sur ce genre de choses, qui sont quand même, alors effectivement c'est un manquement, néanmoins, mise en garde, sanction légère comme avertissement, sera considéré par le juge comme proportionné. Après, si vous avez cette personne qui a eu un premier avertissement, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis rien ne se passe, sachant que le fait de ne pas respecter une sanction est en soi constitutif d'un manquement pouvant générer une sanction autonome de son côté. Mais on va avoir quelqu'un qui se fout ouvertement de la gueule du monde, pour parler crûment, donc à partir de là, on va pouvoir aller plus loin dans l'échelle des sanctions. Et encore une fois, le règlement intérieur définit l'échelle des sanctions. C'est un outil, alors la convention collective peut le faire, mais quand on a l'obligation de posséder un règlement intérieur, la nature et l'échelle des sanctions est définie par ce règlement. Il faut être très vigilant à un point là-dessus, c'est que toute sanction autre que le licenciement pourrait être annulée par le juge si vous ne disposez pas d'un règlement intérieur qui définit l'échelle des sanctions. Donc vous mettez un avertissement, vous mettez une mise à pied, petit à petit. Donc l'échelle des sanctions, en règle générale, c'est avertissement, mise à pied, rétrogradation disciplinaire, licenciement. Bon, imaginez que vous notifiez des sanctions autres qu'un licenciement, alors que vous comptez plus de 50 salariés, que vous devriez avoir un règlement intérieur, que vous n'en avez pas. Le salarié peut tout simplement se rendre devant le juge prud'homal en disant « mais moi, on m'a sanctionné » sur la base d'une échelle
de sanction qui n'existe pas parce qu'elle n'a pas été définie par un règlement intérieur. Mais toutes les sanctions sont annulées. Donc le dossier disciplinaire du salarié sur ce simple problème de forme disparaît. Et ça va même encore plus loin. Vous avez un règlement intérieur, vous comptez au moins 50 salariés. Vous avez un règlement intérieur. Ce règlement intérieur a été porté à la connaissance du personnel, des représentants du personnel, mais vous avez oublié deux formalités importantes, ou une des deux même, déposer ce règlement au Conseil de prud'homme et déposer ce règlement auprès de l'inspection du travail. Eh bien, encore une fois, le règlement intérieur va être considéré comme une opposable du salarié et tout son dossier disciplinaire va être effacé. Donc, ça ne fonctionne que dans l'hypothèse où on se situe dans le seuil d'effectif qui déclenche l'obligation d'avoir un règlement intérieur. C'est quand même important de vérifier que le règlement sur la base duquel vous vous basez, sur la base duquel vous notifiez, définissez la nature et l'échelle des sanctions, ait été régulièrement déposé et adopté et déposé. Donc après, au-delà de la proportionnalité, se pose la question de l'uniformisation ou de l'individualisation de la sanction. Voilà, on va voir Jean-Paul. Jean-Paul, eh bien, lui, il s'est connecté. Ou alors, qu'est-ce qu'il a pu faire, Jean-Paul? Voilà. Imaginons qu'il ait utilisé un petit peu son téléphone portable à des fins perso, mais pas trop, un petit peu. Bon, en tout cas, il a quand même fait. On relève sur des appels une utilisation récurrente de cet outil à des fins privées. Et bien, Jean-Paul, on va lui planter un avertissement. Et bien voilà que Jean-Luc, lui, de son côté, il fait la même chose. Mais Jean-Luc, on le licencie pour faute grave. Attendez, comment ça se fait que Jean-Paul, il a une petite sanction? Et pour les mêmes faits, Jean-Luc, lui, il a été maudit sur 3 générations. Bon, là encore, l'individualisation de la sanction, c'est une possibilité. Néanmoins, il faut être quand même très cohérent sur la manière dont on entend sanctionner un comportement fautif. Et là, le juge pourra très bien annuler ou considérer la sanction disproportionnée dans des cas où on n'est pas du tout cohérent sur la décision qu'on a prise, parce que le fait de chercher à chasser une mouche avec un bazooka, bon, effectivement, ou alors licencier pour faute grave tout le monde. C'est pas non plus, là, ce ne sera pas un problème d'individualisation, mais de proportionnalité. Parce qu'on peut dire, attendez, votre sévérité est pas justifiée. Après, c'est encore plus que l'appréciation de la licéité, du recours au mode de preuve illicite. Là, on est encore plus sur une appréciation au cas par cas, avec parfois des décisions étonnantes. Décisions plutôt étonnantes. Je reviendrai dans quelques instants, mais en réalité, la sanction, elle est là pour appuyer l'opposabilité, appuyer le respect de la norme. C'est très bien qu'une norme qui existe, qui est méconnue, mais qui n'est pas sanctionnée, ne sera pas respectée. Ou alors, on a vraiment dans l'entreprise des gens qui appelleraient dans quelques années à une canonisation compte tenu de leurs vertus totalement totalement irréprochable. Là, pour le coup, dire ce comportement humain et de se dire, bon, ok, je ne dois pas faire ça. Bon, j'ai été pris la main dans le pot de confiture, je l'ai fait. Bon, et puis après, s'il ne se passe rien, je recommence. D'ailleurs, mes clients me disent souvent, ouais, mais maître, ça, on a le droit ou on n'a pas le droit? Est-ce que je peux pas, ou mon employeur, il peut pas? Bien, en réalité, la question, c'est pas ça, c'est de dire, pouvoir, on peut toujours. On peut. Moi, je peux licencier chez employeur, j'ai quelqu'un qui ne me revient plus, je ne veux plus le voir. Bon, je n'ai pas aucune raison, mais je ne veux plus le voir, c'est comme ça. Je le mets dehors, je lui dirai, tu fais ton carton, tu t'en vas. Je peux le faire, je peux même lui préparer son carton, l'inviter à sortir. Je peux le faire. Néanmoins, la question ne se pose pas en pouvoir ou pas pouvoir, c'est qu'est-ce que je risque si je fais, et si je fais quand même. D'où la nécessité de déterminer une sanction adaptée et qui remplit son office, l'office de la sanction étant
d'éviter que le comportement fautif se renouvelle par l'intéressé lui-même et surtout qu'il y ait une forme de contagion parce que là aussi, sans parler des outils de travail, mais j'ai un salarié qui arrive en retard le lundi, et puis il arrive en retard le mardi, et puis il arrive en retard le mercredi. Et puis ses collègues, ils le voient. Ses collègues qui sont à l'heure, eh bien, ils voient Jean-Luc, Jean-Paul. Voilà, Jean-Luc voit arriver Jean-Paul avec 5 minutes de retard, et puis 10, et puis 15, et puis 20. Et puis Jean-Paul, il n'est jamais sanctionné, il fait sa vie. Donc après, Jean-Luc de se dire, pourquoi moi je ne ferais pas pareil sauf que, et puis Jean-Luc se met à faire la même chose, et puis après, c'est totalement ingérable. Et pour cause. Donc à partir de là, l'employeur qui décèle un comportement fautif va devoir prendre les mesures qui s'imposent pour que la norme qui est méconnue soit respectée. D'où éviter que l'infraction se renouvelle, et puis après, éviter que ça donne à d'autres l'idée de faire la même chose. C'est pour ça qu'on part d'effet de la sanction. Lorsque je suis conseiller d'entreprise, donc quand je plaide la plupart du temps, c'est aux intérêts des employeurs, aux intérêts de mes clients. Les clients qui ont prononcé un licenciement ou une sanction qui est attaquée par un salarié devant le conseil de prud'homme, parce que je m'évertue à l'expliquer, c'est de dire, écoutez, moi je suis chef d'entreprise, je représente un chef d'entreprise, je représente un employeur. L'employeur, il est là pour faire tourner sa boutique, il est là pour faire en sorte que son activité fonctionne. Il n'est pas là à se demander toute la journée comment il va faire pour sanctionner ses salariés, comment il va faire pour licencier ses salariés. Il ne se lève pas le matin en se disant « Ah, ce matin, est-ce que je vais licencier Jean-Luc? Est-ce que je vais licencier Jean-Paul? Parce que moi, je monte une entreprise que pour ça, que pour licencier les gens. » Bon, la sanction est faite pour dissuader d'une récidive, pour dissuader, en tout cas pour faire en sorte, c'est ça, que l'entreprise, en tout cas que les règles qui permettent une possibilité de vivre, de travailler en communauté soient respectées dans l'intérêt de chacun et de tous. Alors après, le choix de la sanction, le comportement fautif, c'est encore un autre débat, c'est de savoir à partir de quand on va considérer qu'un comportement est fautif qui ne l'est pas. On en revient à la nécessité d'arrêter de définir une norme, de dire voilà, le comportement est fautif, pourquoi? Parce qu'il existe cette norme, très bien, et vous l'avez méconnue, eh bien oui, vous avez commis une faute. Voilà. Dès l'instant où on a rempli ces deux premières conditions, l'existence d'une norme, la méconnaissance de la norme, on arrive à la manière dont on fait respecter la norme qui a été méconnue. Et donc au départ, ce que j'appelle les primo-délinquants, eh bien, se verraient attribuer, en tout cas notifier un avertissement, une sanction légère, et puis sauf à ce que le manquement il soit gravissime dès le départ et qu'on se rende compte que selon la définition consacrée, le comportement de l'intéressé fait obstacle à son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, on a tiré un licenciement pour faute grave. Alors, petit aparté, le licenciement pour faute lourde, alors moi ça fait 23 ans que j'exerce, je ne l'ai jamais vu, un licenciement pour faute lourde. Le licenciement pour faute lourde, c'est un licenciement qui est extrêmement difficile à démontrer, qui ne produit pas plus d'effet vis-à-vis du salarié parce que le licenciement pour faute grave. La faute lourde, ça suppose une intention de nuire. Pour être à peine caricatural, le licenciement pour faute lourde, vous ne pouvez le prononcer que dans l'hypothèse où vous attrapez votre salarié en train d'entasser des bâtons de dynamite dans l'entrepôt et au moment où il craque l'allumette pour allumer la mèche. Voilà. L'intention de nuire, c'est non seulement on commet une faute, mais cette faute, elle est intentionnellement dirigée pour faire du mal à l'employeur. Ce qui est très difficile. Alors qu'une faute grave, c'est une faute qui, donc un manquement particulier, comme son nom l'indique, particulièrement grave, aux obligations nées du contrat, nées de la convention collective, nées du règlement intérieur, suffisamment grave, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'intention de nuire à l'employeur. En gros, pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, le salarié qui diffuse, qui pourrait s'amuser à divulguer
données confidentielles de la société auprès de concurrents. Alors certes, ça va nuire à l'employeur, mais l'intention première, en tout cas le mouvement premier, il est lié au fait que le simple fait d'avoir méconnu cette directive ne permet pas à ce salarié d'être maintenu en poste compte tenu du danger qu'il fait peser. On n'a pas à aller jusqu'à montrer que ça a été fait uniquement dans le but de nuire à l'employeur. Salarié contrevenant, et puis prendre une petite enveloppe de billets de la part du concurrent pour diffuser les infos, tout ça, ça suffit. Bon. Et donc, pour finir là-dessus, comment vous expliquer? Donc, lorsqu'on parle d'outils de travail et de sécuriser l'outil de travail, voilà, vous l'aurez compris, il y a un travail important à réaliser en amont, c'est-à-dire disposer des bons outils, justement, mais pas des outils de travail, mais en tout cas des outils qui permettent à l'employeur de faire son propre travail, de s'assurer que l'outil de travail mis à disposition répond à la finalité première. C'est des outils qui ont forcément un coût et qui facilitent, qui sont nécessaires, qui sont indispensables à la réalisation du travail. Et puis, si on a le malheur de se rendre compte que cet outil est totalement détourné, déjà en soi, peut poser problème, mais la plupart du temps, l'outil est détourné. Et en plus, il est consacré à faire autre chose que son travail pendant le temps de travail. Donc, non seulement on détourne l'outil, le travail lui-même, donc l'ordinateur, mais en plus on s'en sert pendant son temps de travail, donc on est payé, en tout cas on est payé pour consulter des sites, pour consacrer du temps à autre chose que la réalisation de la prestation. Et au-delà d'aider le salarié à réaliser son travail, bien, ça conduit paradoxalement à l'empêcher de réaliser sa prestation de travail. Merci beaucoup, Maître, pour ces explications. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est, comme souvent en droit du travail, de valoriser le préventif pour éviter d'avoir à faire du curatif. J'ai quelques questions qu'on avait reçues de la part de nos adhérents. Donc, je vais vous les poser. La première question était: est-il possible de récupérer un téléphone professionnel lorsque le salarié est en arrêt maladie? Alors, il est tout à fait possible de récupérer le téléphone professionnel à condition d'avoir prévu cette faculté. Alors, la plupart du temps, je dirais que c'est à prévoir dans le contrat de travail, indiquer que si le contrat de travail prévoit la mise à disposition du téléphone, et puis c'est la même chose pour le véhicule, on peut prévoir une restitution temporaire pendant le temps où le salarié n'a pas réalisé de prestation de travail. Un outil de travail quel qu'il soit peut donner lieu à restitution temporaire pendant un temps où le salarié n'a pas à s'en servir. Pendant une suspension du coup du contrat. Par exemple, à la condition, j'insiste là-dessus, qu'on applique le même régime à tout le monde. Bien sûr. Et pourquoi on peut le faire, à mon avis? Donc déjà, il faut que ce soit prévu par le contrat. Ou c'est mieux que ça le soit, et puis surtout c'est légitime, parce qu'on peut penser que pendant le arrêt de travail, le salarié qui a un téléphone ne peut plus répondre aux appels, et il faut assurer une continuité de service, donc ça va être son collègue qui va prendre des appels professionnels et qui va le relayer. Sur le remplacement du coup du salarié qui est malade. C'est ça, tout à fait, pour que le service. Donc c'est légitime. Après, c'est uniquement parce que Jean-Luc, on lui prend son téléphone parce que Jean-Luc ne l'aime pas, mais que Jean-Paul, on lui laisse. Il ne faut pas que ce soit vexatoire, il faut que ce soit la même règle. Ni discriminant, ni absolument. Voilà. Il faut respecter une cohérence dans ce type de directive et de mise en œuvre de directive. Merci. Une deuxième question, donc ça concernait un salarié qui n'a pas restitué son téléphone donc professionnel, son ordinateur professionnel et la voiture aussi de service à la fin de son contrat. Et en fait, c'était un salarié qui n'était pas dans la même région que l'employeur, c'était un commercial qui était dans le nord de la France. Et du coup, à la fin du contrat, le salarié fait le mort malgré les demandes de l'employeur de restituer le matériel ou du moins de le déposer à tel ou tel endroit. Et du coup, c'était quels sont les moyens d'action de l'employeur dans ces cas-là? La première chose à faire, c'est de conserver un moyen de pression sur le salarié. C'est-à-dire que généralement, au moment où le contrat s'arrête, donc le salarié est tenu de restituer ses outils de travail, mais de son côté, l'employeur est tenu de délivrer au salarié ses documents de fin de contrat. Idéalement,
fait en sorte d'organiser un rendez-vous de restitution pour lequel on échange les outils de travail contre les documents de fin de contrat, et à ce moment-là, on signe le reçu pour solde de tout compte. Tant que le salarié n'a pas restitué ses documents, n'a pas restitué ses outils de travail, eh bien, alors c'est pas conseillé parce que, en gros, c'est une infraction. En tout cas, ça peut être sanctionné parce que désormais, les documents de fin de contrat doivent être restitués au dernier jour. Les documents de fin de contrat doivent être délivrés le dernier jour du contrat. Néanmoins, ça permet quand même un moyen de pression, parce qu'après, si vous n'avez pas ce moyen de pression-là, qu'est-ce qui vous reste? Le salarié a le téléphone, le salarié a le véhicule, et il ne veut pas vous le restituer. Donc, la seule façon de faire, c'est de saisir le conseil de prud'homme, mais c'est très long. Et puis, pendant ce temps, le véhicule, il est chez le salarié, on ne sait pas dans quel état de conservation il peut être, il peut être dégradé, le téléphone, on ne peut plus l'utiliser, la carte SIM, le numéro, alors on peut bloquer la carte SIM, on peut réattribuer le numéro, mais c'est vrai que là-dessus, la principale difficulté, c'est de savoir comment on peut efficacement récupérer ces outils de travail quand le salarié n'entend pas les récupérer. Et puis après, on ne peut pas se pointer avec une camion chez le salarié, avec une dépanneuse pour récupérer la voiture, c'est très compliqué, sauf à se faire autoriser par le juge dans des cas. Non, idéalement, d'ailleurs, les documents et inversement, les salariés vont dire attendez, moi, comment je fais pour récupérer mes documents de fin de contrat, parce que l'employeur ne peut pas me les fournir. On peut dire attendez, voilà. En plus, ces documents de fin de contrat, l'employeur n'a que l'obligation de les mettre à disposition. Alors, il s'enquérera le nom portable. C'est vrai que l'employeur va pouvoir écrire au salarié pour lui dire écoutez, voilà, c'est sorti des effectifs, nanana. Vos documents sont à disposition au bureau, donc vous avez la possibilité de venir les chercher, mais on n'a pas d'obligation de les envoyer. Et à ce moment-là, c'est vrai que la remise physique des documents de fin de contrat, en contrepartie des outils, ça peut être effectivement un bon moyen de se prémunir de ce genre de risque. C'est ça. Après, si le risque est réalisé, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est l'office du juge d'être saisi et de faire en sorte que l'employeur soit autorisé ou de condamner le salarié à des dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la non-restitution des outils. Bon, c'est très long et c'est pas efficace parce que pendant tout le temps de la subir, bien la voiture est bloquée, elle peut être dégradée. Il y a un vrai sujet. Donc je suis pas en train d'expliquer je suis pas en train d'expliquer aux employeurs qu'il faut faire de la rétention systématique de documents de fin de contrat, mais ce qui me paraît être le plus efficace dans ces matières-là, c'est d'organiser un rendez-vous de restitution et d'échange de ces documents de fin de contrat. Parce qu'il va se passer quoi? Le salarié va se plaindre, dire mais moi je n'ai pas les documents de fin de contrat, vous êtes obligé de me les fournir dès la fin de contrat, donc moi je vais saisir le juge et je vais vous faire condamner parce que vous me causez un préjudice, parce que votre comportement, Nous on dit ok, vous saisissez le juge et moi je vais expliquer au juge que j'attends alors que je vous les ai réclamés, parce qu'il y a la voiture, le téléphone. Il peut y avoir aussi des catalogues, il peut y avoir des données. Tout le matériel de l'entreprise en règle générale. C'est vrai qu'on pense à la voiture en priorité parce qu'il y a des questions d'assurance, effectivement, de coûts aussi qui peuvent être élevés, mais c'est tout type de matériel de l'entreprise. Donc, et de données, alors et c'est le cas aussi en télétravail, par exemple, où seulement alors, un salarié en télétravail peut avoir le téléphone, généralement le téléphone, l'ordinateur et la voiture, dans l'hypothèse où il est obligé de se déplacer. Je passe sur l'avantage en nature, je passe aussi sur la difficulté d'assurance de ces outils, des trajets, c'est un autre débat. Néanmoins, dans les moyens coercitifs de faire face à une rétention abusive d'outils, et puis pareil, imaginez qu'au moment où le salarié restitue ses outils, les outils soient dégradés. Donc la voiture est une épave, le téléphone portable il ne fonctionne plus, il va avoir tout ces... l'ordinateur il est totalement dégradé.
ce que vous allez faire, hein, on va dire, ah, mais moi, je retiens sur le solde de tout compte du salarié le coût des réparations. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, la seule façon que vous avez, c'est de faire valoir votre préjudice auprès du juge. Encore une fois, le juge, le rôle du juge. À une époque où on cherche à sortir le justiciable du palais de justice avec les modes de règlement alternatifs des litiges, bon, il n'empêche quand même que le juge a toute sa place dans ce domaine-là pour arbitrer et faire en sorte que voilà, l'équilibre soit respecté entre les droits de l'employeur et les droits légitimes du salarié. Là, pour le coup, ça ne peut passer. Voilà. Certains cherchent à dire attendez, moi je lui dois X milliers d'euros en solde tout compte, mais la voiture, j'ai X milliers d'euros de réparation. Ça tombe bien, c'est la même somme, donc je lui dois plus rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas aussi simple que ça. Merci beaucoup. Et du coup, une dernière question rapidement. Donc là, ça concerne une voiture de fonction, donc à usage pro et à usage privé. Et la question, c'était est-ce que l'employeur peut demander à un salarié qui est dispensé d'effectuer son préavis de licenciement de restituer directement cette voiture de fonction? Alors là-dessus, non. Alors peut pas. Qui est conseillé ou pas? C'est ça. D'ailleurs, là-dessus, faut savoir que dans la voiture de fonction, ça reste un avantage contractuel. Ça reste un avantage, alors, la plupart du temps contractuel, donc c'est un accessoire au contrat de travail. Et au-delà d'être un outil, c'est quelque chose qui est consenti aux salariés comme étant, comme faisant partie intégrante de la relation contractuelle. Donc ça doit subvenir, ça doit, comment dire, cet avantage, il doit être maintenu pendant la durée du préavis. Ou bien alors, il reste possible de verser aux salariés une indemnisation équivalente à l'avantage en question. Coût, ouais. Néanmoins, le Cour de cassation a eu à se prononcer là-dessus. L'idée est que la restitution de l'outil de travail. Alors après, ça, dans des cas, comme je disais tout à l'heure, légitimes, où on a besoin d'une continuité. Le téléphone, ça peut se concevoir. La voiture, c'est de dire, voilà, toi, tu ne fais pas ton préavis. Je prends les exemples de Jean-Luc et Jean-Paul. Voilà, Jean-Luc est malade. Ou en tout cas, pardon, Jean-Luc ne fait pas son préavis. En tout cas, il est dispensé de préavis. Mais là, on parle d'une hypothèse où le salarié est chez lui, dispensé de préavis. C'était ça la question? Oui, bon. C'est ça. Dans ce cas-là, il est dispensé d'exécuter le préavis, mais pourtant, le contrat de travail va bien cesser à la fin du préavis non exécuté. Donc, vous pouvez se dire, tiens, pendant que tu fais pas ton préavis, pendant que tu restes chez toi et que tu es payé, en réalité, tu n'as pas à travailler, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas la voiture? Si tu ne fais pas la voiture, comme moi, je l'affecte à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, non, la voiture, elle doit être maintenue, ou alors l'avantage consenti doit être, d'une manière générale, doit être maintenu. C'est-à-dire, on ne peut pas... il est sanctionné. La Cour de cassation ne permet pas de modifier le contenu du contrat. Le contrat prévoyait la mise à disposition de cet avantage. Pendant le contrat, pendant le préavis non exécuté, le contrat est toujours effectif, bien que suspendu. Néanmoins, l'accessoire contractuel doit être, ou l'avantage que ça représente, doit être maintenu. Très bien. Merci beaucoup. La conférence touche à sa fin. Je vous remercie, Maître Curju, de vous être prêté à l'exercice et pour toutes ces explications qui, je pense, seront assez utiles en pratique à nos adhérents. Donc, vous pouvez retrouver ce replay de la webconférence sur notre chaîne YouTube Viséo. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine webconférence qui se tiendra le 6 novembre à 9h et qui aura pour thème Entreprises extérieures, prévenir les risques. Celle-ci sera co-animée par la DETS, par la CARSAT Sud-Est et par Odalia, la médecine du travail. Nous vous remercions à tous pour votre attention et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.